Bonjour, bonsoir, vous êtes bel et bien branchés sur Malimbia officiel. Nous sommes dimanche le 8 septembre 2024. L'actualité est dominée, comme vous le savez, de ce qui s'est passé la semaine passée. Le président s'est envolé avec toute une équipe pour le forum qui s'est passé en Chine. On va essayer de développer un peu et parler de ce qui s'est passé de l'autre côté, quels sont les enjeux et puis qu'est-ce que nous pouvons vraiment s'attendre de ce qui va se passer, bien de ce qui va sortir de ces forums-là. Et on va aussi parler de la tentative d'évasion. On n'appelle même pas ça tentative. Je ne sais pas si on va développer avec notre ami Jacques qui est déjà en ligne. Et puis on va parler aussi de l'empoisonnement du ministre de la Justice, qui pour le moment, nous savons très bien qu'il a été testé positif. Et puis, il paraît qu'il est en train de prendre les soins. Et on va aussi parler, pour terminer, de ce qui s'est passé aussi à Beni. On a appris qu'il y a aussi tentative d'évasion de l'autre côté. Mais pour entrer en détail de tout ce qui s'est passé, on est en ligne avec notre ami Jacques, que vous avez beaucoup réclamé la fois passée parce que l'émission s'est passée. Ça se trouve encore dans nos murs. Jacques, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si il est quelle heure là chez vous. Bonjour Mali. Bonjour aussi aux auditeurs et à tous les fanatiques de la chaîne Mali. Malimbia officiel. Oui, Mali officiel. Ça va, il est 17h moins 10, même heure avec vous à Cape Town. Tout va bien par ici, à part les remous qu'il y a eu au Congo. Ok, merci beaucoup Jacques. Je pense qu'on est tous à l'écoute de ce qui se passe de l'autre côté. Je pense que vous êtes bien branchés pour connaître ce qui se passe parce que vous avez toujours suivi cette actualité à la loupe. Comme je vous avais dit, on va essayer un peu de parler de ces forums China-Africa. La Chine-Afrique, et ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Bon, je trouve que le président Tshisekedi, une fois des passages en France, la dernière fois qu'il était ici, il avait dit, parce que LCP TV lui a posé la question de savoir entre la Russie, la Chine et l'Occident, qui aurait, comment dire, la mise, ou je sais pas, qui partirait favori pour investir au Congo. Il avait dit qu'il préfère des partenaires qui respectent le Congo, des partenaires qui comprennent le Congo. Tout à fait. Et il a dit quelque chose de très bien. Il a dit, il est étonné de voir que l'Europe et l'Afrique sont des continents très proches, mais nous nous entendons très mal. On ne se comprend pas. La Chine, qui est très loin, apparemment, a un sens de bien nous comprendre. Voilà, comme il l'avait promis, il l'a fait. Il est allé en Chine et il a été reçu là-bas comme un hôte de marque par rapport au reste des présidents africains. Il a réussi à convaincre la Chine à venir s'investir au Congo. Ça, c'est un grand pas. C'est bien de montrer sa position, c'est bien de montrer avec qui nous voulons avancer. Ceux-là qui nous ont fait passer le temps, on les met de côté. On ne perd pas le temps avec des gens pareils. On fait route avec celui qui va dans la même direction que vous. On ne fait pas route avec quelqu'un qui va dans le sens opposé de vous. Alors, l'Occident est en train d'avancer en reculant. On n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à faire avec eux. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, au moins, le président a montré sa vraie face, sa détermination, et parce que les gens disaient, si le Congo penche vers la Russie ou la Chine, les Américains vont se fâcher. Non. Ça, ce sont des bobards. Là, je suis très content que le président ait pris une décision
qui a vraiment changé la face du Congo. C'est très bien. Mais ça ne suffit pas seulement d'amener les investisseurs chinois au Congo. Il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Une vraie transformation en commençant par la justice. Parce que il faut pas amener ces investisseurs-là dans un climat de mafia et de corruption. Oh, on va y arriver. Sois sérieux. On va y arriver. D'ailleurs, on va y arriver. On va parler aussi de ce qui va se passer là-bas. Je voulais juste qu'on termine d'abord avec les dossiers de ce qui s'est passé en Chine. Qu'est-ce qu'on peut espérer vraiment de ça? Vraiment, on est très content. C'est vraiment un pas, comme vous l'avez dit là. C'est promettant. Espérons que les gens qui sont partis en Chine là-bas vont nous amener des résultats positifs. Et d'ici 2-3 mois, on va commencer à voir les résultats. Tout à fait. Oui, espérons. Oui. Ok. Comme vous m'avez déjà précipité, donc je voulais aussi soulever le point parce que vous m'avez déjà avancé. Je voulais aussi parler de cette fameuse rétrocommission. Maintenant que nous avons signé des accords avec la Chine là-bas, est-ce que cela ne va pas maintenant nous salir parce que comme nous savons nos compatriotes au pays, ils ne vivent que de ça. La rétrocommission, c'est devenu comme c'est comme une coutume là. C'est comme si c'est normal. Donc avec les Chinois qui vont venir là-bas, donc cette maladie-là est toujours dans nos veines. Et c'est par là que nous verrons si oui ou non Mutamba est l'homme à la hauteur de sa tâche. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que nous verrons si oui ou non ce que Mutamba nous prêche, c'est de la démagogie ou bien c'est une réalité. Tout à fait. La justice doit être en marche. Mutamba ne doit pas être inquiété de rien. Il doit faire son travail. Lorsqu'il apprend qu'un tel ministre a pris des commissions ou des pots de vin, c'est à lui de frapper dur. Ce n'est pas aux Congolais de passer dans les médias, commencer à dénoncer et puis Mutamba joue au favoritisme. Non, c'est là qu'il doit montrer qu'il est le ministre de la Justice. Très simple. Et l'autre là, de l'IGF, qu'est-ce qu'il fait? Il doit aussi faire son travail. Cette fois-ci, le mandat du président Félix, c'est un mandat qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour dire moi j'ai fait ma part, mais c'est elle qui n'a pas fait sa part. Non, 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 on n'a plus le temps à ça. Le deuxième mandat du président doit être un mandat qui accomplit toutes les promesses qu'il avait faites avant et maintenant. Tout à fait. Très simple. Rétrocommission, mafia, corruption à gauche et à droite. Mais nous avons un ministre de la Justice. Il doit faire son travail. C'est simple. C'est simple. Moi, j'ai confiance au ministre de la Justice. C'est à lui de ne pas être complaisant. C'est à lui de faire son travail. Et c'est ça, je pense que nous allons éviter de nous ridiculiser davantage avec cette histoire de corruption. On s'est déjà fait trop ridiculiser comme ça parce que avant d'aller en Chine, le Congo a essayé d'avoir certains partenariats avec l'Afrique du Sud, des partenariats de rénovation et de construction d'aéroports. Ça n'a pas été. Pourquoi? Parce que le sommet, la tête, bon, on ne cite pas les noms. Là, c'est à l'époque de l'autre président qui était là avant. Ouais. Le sommet même réclamait ces histoires de rétrocommission. Le sommet. Vraiment. Les Sud-Africains étaient prêts à construire des aéroports et de rénover. Mais ça n'a pas été parce que ils ont dit à leur parlement, hein, ils ont dit, ben, nous on voulait bien le faire, mais le gouvernement là-bas nous a demandé des commissions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est honteux ça. C'est vraiment honteux, c'est ridicule vraiment. Toute une nation est salie. C'est ridicule. Toute une nation est salie par, comme on a toujours dit, bunch of people. Donc juste un poignet de main là, des gens qui s'autoproclament, ils restent là-bas et puis ils veulent se retrouver à tout moment.
que le Congo va continuer à s'humilier comme ça? Jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ces gens-là, cette poignée des personnes qui nous dirigent, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la conscience travaille un peu dans leur tête? La conscience leur dit, bon écoutez, c'est pour le pays, c'est pour le bien du pays. Dans 5 ans, dans 10 ans, je ne serai plus là, mais est-ce que je ne peux pas contribuer à ce que telle chose ou tel projet soit réalisé pendant mon règne? Est-ce qu'il n'y a pas un petit moment où la conscience peut toucher leur cœur? Vraiment? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais c'est vraiment triste. Non, nos politiciens ne raisonnent pas comme ça, Jacques. Hein? Vous savez, à un moment donné, même Kofi Olomide, il avait même dit, tout un papa là, donc tu quittes chez toi à la maison là, ou bien tu portes une cravate, la veste là-bas, tu te mets là-bas. Donc, tu te regardes même à la télé là, tu n'as même pas honte, tout un voleur. Donc, c'est devenu comme normal, quoi. C'est devenu comme normal, ils n'ont même pas honte. C'est comme ça avec nos politiciens. Espérons qu'un jour, même, ils vont changer. Espérons. Bon, il y a... j'ai suivi un ami qui a dit quelque chose. C'est marrant, mais c'est triste au cas où il s'avère que c'est vrai. Il a dit, selon certaines statistiques, quand vous voyez 3 Congolais passer sur la route, un n'est pas bien dans la tête. Donc c'est pour dire que... Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Sur... bah voilà. S'il y a 3 Congolais qui passent sur la route, il y a un qui a un problème mental. Alors il a amené ça à l'échelle suivante en disant, si nous avons, écoutez-moi bien, oui. Si nous avons 45 ministres au Congo, 15 ministres ont des problèmes mentaux. Ça, alors, les problèmes mentaux, ça implique ils sont véreux, ils sont cupides, ils ont cette manie de voler, de détourner. Voilà. Comme au Parlement, nous avons 3 leaders. Ouais. Il y a Kamere, il y a Mbosso, et puis il y a l'autre là, le jeune, Sama. Ouais. Sur les 3 là, il y a un parmi eux qui a un problème mental. C'est-à-dire, lui, il réfléchit en termes de comment détourner, comment voler, comment faire ça. Parmi les 3 là, il y a un qui a ce problème-là. Donc, nous avons un sérieux problème. Il faut changer les mentalités. Et cette histoire de changer les mentalités, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est Étienne Tshisekedi qui l'avait dit. Moi, à l'époque, quand le monsieur disait changement des mentalités, moi, je me disais, on rigolait même. Oui. On était enfants, on rigolait. On disait, mais comment on ne comprenait même pas. Nous, on croyait mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Changement des mentalités. Oui. Nous, on ne comprenait pas. Oui. On ne comprenait pas que changer des mentalités, comment on peut changer? Oui. En fait, c'est-à-dire, comment on change les mentalités? C'est-à-dire, hier, on mangeait des bananes sur la route et qu'est-ce qu'on faisait de la peau des bananes? On jetait ça. Changer des mentalités, ça veut dire, aujourd'hui, quand vous mangez une banane, quand vous avez fini, prenez la peau là. Et la jetez dans la poubelle. Oui. Oui. Encore faut-il qu'il y ait des poubelles. C'est ça le changement des mentalités. Tout à fait. Il faut avoir des poubelles. C'est ça. C'est comme ça qu'on commence par changer des mentalités. Hier, on achetait on appelle ça comment à Kinshasa? Les Maya Mali. Maya Mali, de l'eau froide. Oui. Dans des petits sachets. Oui. Si c'est ça qu'on faisait hier, aujourd'hui, avec le changement des mentalités, il faut arrêter ça. Il faut vendre l'eau minérale dans des bouteilles plastifiées très bien. Et quand vous terminez, vous jetez dans une poubelle pour le recyclage.
C'est ça le changement de mentalité. Il faut arrêter de vendre l'eau dans des petits sachets parce qu'après, quand j'ai fini de boire l'eau en sachet, je jette le plastique. Et ça fait, aujourd'hui, j'ai vu sur une avenue à Kinshasa, un tapis de plastique. Un tapis, mais fait de plastique. Surtout après la pluie, donc comme on a toujours dit, c'est les beaux temps. Donc les beaux temps qu'on a toujours vu à Kinshasa, c'est toute une rivière là pleine de sachets et de plastique et consorts. C'est de l'histoire, ça. Ouais. Oui. Vraiment. Espérons que c'est vraiment triste. Espérons que nos ministres vont changer de mentalité, comme on l'a toujours dit. Parlant maintenant des constats Moutamba. Donc, donc, je vais attaquer 2 points au même moment. Donc, vous avez suivi ce qui s'est passé dernièrement à la prison de Makala. Est-ce que vous avez quand même un mot à dire là-dessus? Parce qu'on parle de la sécurité. Ça, on va appeler évasion, ou bien ça, c'était toute une scène bien montée là, parce qu'il paraît que le directeur de la prison même s'est évadé et il est porté disparu. Oui. Bon. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? On va appeler ça tentative d'évasion. C'était toute une scène bien montée. Oui, oui. C'était une scène bien montée dès le départ. Oui. Et le chef de la prison était coupable. Il y était pour quelque chose. Bon, un peu de récapitulatif avec l'histoire du ministre de la Justice. De la Justice, oui. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, parmi les premiers endroits qu'il est allé visiter, c'était la prison de Makala. La prison de Makala, oui. Oui. Quand il est arrivé là, il a dit aux juges et magistrats et consorts, il leur a dit, la prison de Makala est saturée. Tout à fait. Elle a été construite dans les années 60 pour accueillir 1500 prisonniers. Oui. Aujourd'hui, il y en a 12 000. Vous n'imaginez pas continuer à envoyer des prisonniers dans une prison qui est déjà tellement saturée. Saturée. Il aurait proposé, d'après ce que j'ai appris, le ministre aurait proposé qu'au lieu d'envoyer des gens à Makala, envoyez-les dans d'autres prisons, au Bas-Congo, à l'Équateur, dans le Bandundu, et je ne sais pas où. C'est bref, c'est bien d'avoir dit ça. Oui. Mais je me pose la question. Le même ministre, il est venu avec tambour battant, disant, voilà, je vais construire une prison pour les criminels économiques. Tous ceux-là qui seront jugés, trouvés coupables des détournements, ils seront envoyés dans la prison, dans la nouvelle prison que lui avait l'intention de construire. Oui. Moi, j'ai dit ceci. C'est bien beau de faire de telles déclarations, mais il faut faire attention quand vous promettez quelque chose. Il y a des Congolais qui oublient, mais il y a d'autres Congolais qui n'oublient pas. Oui. C'est pas tout. Oui. Donc, lui, il a fait la promesse de construire une nouvelle prison. Il n'avait même pas les moyens. Il n'avait même pas quoi que ce soit. Mais il a fait une promesse. Aujourd'hui, il s'avère que, voilà, l'urgence s'impose. Il faut construire des prisons. Pas une seule, mais des prisons. Il n'en parle plus. Il n'en parle plus. Il est resté calme sur ces sujets-là. Il n'en parle plus. C'est pourquoi ça ne sert à rien de venir avec des discours. Il faut venir avec les actes. Ça ne sert à rien de venir avec des longues promesses. Moi, de ce côté-là, je trouve que monsieur le ministre de la Justice a un peu tort. Moi, ce que je propose, ce que je pense, il y a eu cette invasion, oui, cette évasion. Oui. Ce n'était qu'un film, ce n'était qu'un drame monté de toutes pièces. Il se pourrait qu'il y avait des prisonniers rwandais là-bas. Et on voulait, par tous les moyens, les faire évader. Et on a monté cette scène en envoyant des
illettrés qui ne comprennent rien à rien, aller faire du boucan, faire un trou dans le mur pour faire évader les Rwandais qui sont aujourd'hui à Brazza ou je sais pas au Gabon. Ça c'est sûr. Ils sont déjà partis. Les jeunes Congolais qui étaient là-bas, arrêtés peut-être pour vol des poules, ou des chèvres, des téléphones. Ça, c'est comme on dit chez vous, petty crime. Yeah. Ce sont des crimes, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des crimes à garder quelqu'un une année en prison. Non. 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 Vous faites payer une amende à cette personne-là et on la libère. Elle va continuer sa vie. Si on l'attrape encore dans le vol, on la remet ou, je ne sais pas, on l'envoie au service national faire les champs. Oui. Il y a plusieurs façons de punir. De punir, oui. Pas nécessairement amener les gens à Makal. Non. Alors, moi je pense que c'est impossible qu'il y ait un groupe de gens qui étaient en train de faire un trou dans le mur et les gardiens de la prison n'ont rien vu, n'ont rien entendu. C'est curieux, non? C'est curieux. Oui. Et quand ils ont fini de faire le trou dans le mur, ils ont commencé à fuir. Et comment les autres prisonniers se sont retrouvés dehors? Ils devaient être dans leur cellule, non? Ouais. Mais comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dehors à tenter de vouloir fuir? Comment ça? C'est qu'ils étaient libres. C'est quelque chose qui était planifié. Bien planifié. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Il y a à boire et à manger. Malheureusement. Ouais. Il faut savoir ceci. Pourquoi est-ce que on met les gens en prison? Il faut aller lire. Ce sont les criminels qu'on met là-bas. Bon, pour dire un peu de mots, pour ne pas trop perdre de temps, on met des criminels en prison. Il y a des prisons qui doivent accueillir des prisonniers pour un certain temps. Pas à vie, pour un certain temps. Il y a des prisons où on met les condamnés à vie, ou à mort, ou je sais pas, on les met là-bas, on les garde là. Mais quand une prison est saturée, vous pensez que c'est avec quelle intention qu'on continue à envoyer des gens dans une prison qui est saturée? D'autant plus que le ministre de la Justice avait dit arrêtez d'envoyer les gens là-bas. Ouais. Mais eux, depuis que le ministre avait dit ça, ils ont envoyé encore plus de 2000 prisonniers. Ils ont doublé. Ils ont même doublé. C'est pour cela qu'il qualifie ça de sabotage. Voilà. C'est pourquoi il dit que c'est un sabotage. C'est pas normal. À Boulou, à Likasi, la prison de Boulou, elle n'est pas saturée. Pourquoi ne pas envoyer les gens là-bas? Mali, pour conclure, d'abord, revenons à ce que le ministre avait dit. Même si vous envoyez les prisonniers à Chibomba, à Mbojimai, ou à Boulou, à Likasi, ou à Kassapa, ces prisons-là sont dans quel état? C'est ça le problème. Soyons sérieux. Ouais. Ces prisons-là même sont dans quel état? J'ai vu une vidéo de la prison de Boulou où les prisonniers s'échangeaient les seaux pour faire leurs besoins parce qu'il n'y a pas de toilette. Vraiment. Le prisonnier, on sait que c'est un, comment je peux dire, le mauvais citoyen de la société. On peut appeler ça comme ça. On peut l'appeler le mauvais citoyen de la société. C'est pourquoi on le met en prison. Bon, dans ce cas, est-ce qu'il ne lui reste plus un tout petit peu de dignité, c'est-à-dire la dignité d'aller se soulager dans une toilette normale, en privé, en intimité? Même ça aussi, il n'a plus le droit. Et aussi d'aller se laver aussi comme tout le monde. D'aller se laver. Ouais. C'est vrai que c'est un criminel. C'est vrai que c'est la pire espèce de la société. C'est pourquoi on l'a mis à l'écart. D'accord. Mais est-ce qu'il ne lui reste plus un peu de dignité pour lui-même? Quand même. Il faudrait que le ministre, même quand il dit envoyer les prisonniers dans l'autre prison, il faut arranger ces prisons-là. Et pourquoi il faut d'abord les arranger? Il faut plutôt construire des nouvelles prisons. Lui-même l'a dit. C'est venu de lui-même.
J'ai vu les prisonniers de Bunia. C'est Bunia, je C'est pense, Bunia, oui. qui se sont mis ensemble pour faire une petite rébellion, Rébellion, réclamer je là. ne sais quoi. Oui. Yeah. Bon, pourquoi ils ont fait ça? Parce que la même mafia qui a organisé le coup Les à coups à Makala Makala, oui. veut détourner l'attention. Tu vois? Oui. Ils veulent détourner l'attention pour montrer à tout le pays que non, voilà, c'est pas un problème de Makala seulement, c'est un problème qui est général. C'est partout au Congo, les prisonniers sont en train de se déchaîner parce qu'ils réclament leurs droits. Et ça, c'est pour saboter le ministre de la Justice. De la justice. N'est-ce pas mais ça je dirais, c'est une distraction totale, hein, pure et totale. C'est une distraction, oui. C'est une Parce distraction. que le pays a besoin de ça. De combattre. Oui. C'est une façon de combattre le ministre de la Justice parce que lui, il est venu avec un ton très, 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 très haut là. Très haut, disant, oui. j'ai construit des prisons. Mais lui, il n'avait pas à déclarer ça. Lui, ce qu'il avait à faire, c'est arriver. Agir. Il devait juste, oui. Agir directement. Il devait directement agir. Oui. Voilà. C'est tout ce qu'il devait faire. Et même maintenant, là, il ne doit pas oublier. Il a fait une promesse. Il n'a qu'à construire cette prison-là. Parce que Makala n'est plus un endroit pour recevoir des prisonniers. Et il le doit construire. Il nous a promis une enquête. Il nous a promis une enquête. Comme nous le savons au Congo, les enquêtes n'aboutissent toujours pas. Espérons que cette fois-ci, cette enquête va aboutir. Et puis, il a dit que dans 2 semaines, il va frapper très fort. Espérons que dans 2 semaines, on attend. Donc, on attend. Donc, on va voir ce qui va se passer. Moi, je pense comme ceci. Oui, moi, je pense comme ceci. Il faudra que nos politiciens arrêtent. Il faudra qu'ils arrêtent de faire des promesses et des discours. Ça ne sert à rien. Ils doivent arrêter ça. Ils peuvent faire des déclarations brièvement, mais qu'il faut qu'ils arrêtent de nous faire des discours, de promettre des histoires. Ça ne sert à rien. Il faut qu'ils agissent. C'est simple. Il faut qu'ils agissent. On ne leur demande pas beaucoup. Ils doivent juste amener un peu d'ordre et beaucoup de changements. C'est tout. On ne leur demande pas tout ce qu'ils promettent là. C'est bien. On connaît. Ça fait combien d'années que les politiciens promettent des histoires au peuple? Ça fait combien d'années? Ça ne sert à rien de faire des discours aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut agir. Il faut agir. Tout simplement. Tout simplement. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Moutamba a parlé. Demain, Moutamba a parlé. Après-demain, il a parlé. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Et le même Moutamba, on a appris qu'il est déjà empoisonné. Est-ce que vraiment, on devait normalement arriver à tout ça? Moi, je savais seulement que sa vie est en danger parce que combattre cette bande de mafias, c'est pas facile. On devait normalement, sa vie est en danger. Et maintenant qu'il est empoisonné, il a été testé positif, c'est pas ce qui va se passer. Et il paraît que ce n'est pas les ministres seuls, tout son entourage, il paraît qu'ils ont tous été testés positifs. Bon. La politique au Congo, on se demande au juste c'est quoi? Nous avons un sérieux problème de maturité. Et puis, comme on disait tout à l'heure là, nous devons changer nos mentalités. Quand au Congo, dans la politique, ce que j'ai remarqué, lorsqu'une personne essaye d'exceller en faisant du bien, en amenant un changement, il est toujours mal vu. Mal vu. Parce que il met en danger les tuyaux, les topos des autres. Les autres, eux, ils font rien à part voler, détourner. Alors, lorsqu'une personne commence à bien faire son travail, il met en danger leur pain. Hein? Alors, il devient l'homme à abattre. L'homme à abattre. Pour ce qui est de l'empoisonnement. Mali,
allons-y avec un peu de caution. Hein? Allons-y avec un peu de caution. Ok. Imagine, Moutamba quitte Kinshasa, il va... Au village. Il est allé au village. Oui. J'ai oublié le village chez les Bassong. Il est allé là-bas. On nous a dit, bah voilà, on l'a introduit. I think c'était à Lubao, hein? C'est pas à Lubao? Je crois à Lubao. Je pense. Oui. Oui. On lui a donné des trucs, puissance, machin, pour combattre les gens qui sont là-bas, qui cherchent à atteindre sa... Tu vois? Bon. On lui a donné des peaux de bêtes, des peaux de léopard, des cannes, des chapeaux. Ben, je suis sûr qu'on lui a donné des trucs à boire, non? Ou des trucs à manger, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, si il a bu des trucs là-bas, est-ce que tu n'as jamais entendu parler de ce qu'on appelle le food poisoning? Tout à fait. Ben, ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose qu'il est allé boire là-bas au village. Lui, pendant je ne sais pas combien d'années, il boit de l'eau minérale. Il est allé au village, il a bu l'eau de la rivière, on y a mis je ne sais pas quoi. Ben voilà, ça lui a fait... Mais on n'a pas... Mais non, on a appris qu'il a donc ces poisons-là dans son corps, ça fait 2 mois déjà. Ça fait, il y a de cela 2 mois. Ça, c'est un tout petit peu ce que les gens racontent. Moi, je pense qu'il a pris son truc là-bas, là où il est allé. Bon, admettons. Bon, est-ce que les villageois qui sont là-bas, là où il a fait sa tournée là-bas, est-ce qu'ils ont vraiment, oui. Quel intérêt ils ont vraiment pour empoisonner quelqu'un comme ministre de la Justice de l'autre côté? Non. Ce n'est pas qu'ils ont fait sciemment. Non, je dis pas ça. Ouais. Ils n'ont aucun intérêt. Mali, oui, lorsque tu vis à Lubao, par exemple, pendant des années, tu es habitué à boire l'eau de Lubao. Tu es immunisé. Oui. Lorsque quelqu'un vient d'ailleurs, qui n'a jamais été à Lubao, il vient boire l'eau d'un puits de Lubao là-bas. Mais ça lui fera mal, non? À l'époque, quand on était jeune, on quittait Lubumbashi, on va à Kinshasa. Juste le fait de boire l'eau de Kinshasa, là, on tombait pas malade. On tombait malade, oui. On tombait malade. Je me souviens. Mais même oui. Quand on quittait Lubumbashi ou bien on va au village, donc on disait que c'est le changement de climat et puis changement d'eau, tout ça. On tombait facilement malade, oui. Mais oui, ça peut être ça. Si on dit que ça fait 2 mois qu'il a été empoisonné, d'accord, admettons. Mais pourquoi on n'a pas vu ça avant, un mois lorsqu'il a été empoisonné? Pourquoi on a vu ça seulement de son retour de Lubao? Comment ça? Peut-être c'est là où il faut quand même tout prendre. Hein. C'est au village où on a détecté ça. Il y a des experts là-bas. Par quel moyen? Il y a des médecins qui ont pris son sang ou ses urines, Il y a des experts. Vous savez, les gens qui vivent au village, là, ils ont de l'expérience. Hein. Ils savent comment tester si vous êtes empoisonné ou pas. Bon, écoutez. C'est question seulement juste de cracher peut-être dans un verre ou quoi que ce soit. Et puis, ils vont te dire. Hein, comment nos ancêtres détectaient des maladies et consorts dans les temps. C'était comme ça. Faut pas minimiser nos ancêtres. Bali. Oui. Non, pas du tout. La médecine traditionnelle est de loin mieux, la meilleure que toute autre médecine moderne, oui. Venue d'ailleurs. Hein? On peut l'appeler moderne. Même la médecine traditionnelle de chez nous, elle est aussi moderne. Ouais. Hein? Hier, nos ancêtres avaient des tactiques pour détecter le poison. Mais aujourd'hui, toujours avec la médecine traditionnelle, nous avons d'autres moyens beaucoup plus performants qui détectent le poison sans recourir au microscope ou je ne sais pas à quoi. Oui. Tu vois? Oui. Donc, notre médecine, elle est aussi moderne. Elle n'est pas vieille ou quoi. Non, elle est moderne. Et elle est aussi bien. Je le soutiens, je suis d'accord avec notre médecine à 100%, 110% d'ailleurs. Mali, oui. Moi je pense comme ceci. Si il est vrai que
le ministre de la Justice a été empoisonné, c'est très grave. C'est très grave et il faudra beaucoup le protéger. On ne peut pas perdre un élément aussi vaillant parce que tout simplement, il essaie de ramener de l'ordre. Il y a même des gens, bon, ça, je ne fais pas la campagne de personne, mais il y a même des gens qui voient un potentiel successeur à Félix. Oui. C'est quelqu'un qui doit être bien protégé. Oui. C'est quelqu'un qui doit être bien protégé, même si il ne le sera jamais, même s'il ne sera jamais le prochain président. Mais tout le monde a droit à être protégé, tout le monde. Tout à fait. Même le ministre de l'Agriculture, il faut le protéger. On ne peut pas juste porter atteinte à la vie d'un ministre parce qu'il veut changer les choses. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais moi, je suis sûr que voilà, les gens qui ont fait ça, ce sont les mêmes qui sont derrière le coup des Makala. Les coups de Makala là-bas. Tout à fait. Oui. Oui. Et ces gens-là, je pense que les premières personnes à suspecter, ce sont les... Parce qu'il a eu un duel avec les magistrats, les procureurs et tout. Je pense que ce sont ces gens-là peut-être qui sont dans une mafia qui se sentent menacés. Jacques, parce que nous parlons de nos politiciens. Essayons d'analyser un peu la sortie médiatique je ne sais pas si c'était les ministres adjoints qui, juste quelques jours après, je crois quelques heures après cette tentative, cette scène-là, il est sorti et puis il a donné un faux bilan là, il parlait, je crois, de 3 morts. Hein. Et puis, donc il s'est précipité et pourtant c'était la voie la plus sûre. Avant de sortir, d'abord faire une sortie médiatique pareille, il faut avoir toutes les informations. Est-ce que dans notre pays, vraiment, on ne peut pas vraiment apprendre même chez autrui? Hein? Avec des histoires comme ça, le monde entier est en train de nous regarder. Et puis, il ne s'est même pas, il n'est même pas passé encore pour quand même rectifier ce qu'il a dit. Dans un pays qui se respecte, il devait normalement démissionner. Bon, oui, Mali. Je veux dire ceci. Premièrement, lorsque le ministre là est sorti, c'est le ministre de l'Intérieur, j'ai oublié son nom, Zangi quelque chose, j'ai oublié. Okay. Mais lorsque le ministre là est sorti, il a parlé des 2 morts, c'est vrai. Parce que en ce moment-là, selon le rapport qu'il avait reçu, on avait d'abord vu 2 morts. On lui a dit, ici, il y a eu une tentative et tout, il y a 2 morts. Ben lui, il a dit, il a parlé. Mais après, il s'est rendu à la prison. On lui a fait un autre état de Dieu. Il est revenu, il a dit, non, il y a eu 102 morts. Il y a une vidéo où il parle, que j'ai vue, que j'ai suivie. Okay. Mais qu'à cela ne tienne, le ministre de l'Intérieur ne peut pas se baser sur des informations qu'il a reçues au téléphone seulement. Non. Tu vois que quand il s'est déplacé, quand il est allé à la prison, il a eu les chiffres réels. Oh, le premier là qu'il a déclaré, c'était un truc qu'il a eu au téléphone. Mais quand il est allé lui-même, il a vu et il est revenu, il a dit, non, c'est 102 morts. Ah, c'est ça. C'est à lui d'apprendre. Il doit vite apprendre. Nous devons copier les modèles chez les autres. Oui, Mali, je propose. Les prisonniers, quand on les envoie en prison pour un premier délit, on le laisse 6 mois ou 1 année, on le sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il passait devant une dame qui vendait des beignets, il a volé, il a pris des beignets, il a fui. Vous n'allez pas le mettre 2 ans en prison. Quand même. Vous n'allez pas le mettre 2 ans en prison. L'État doit se dire, bon, ça va, c'est un truc économique, c'est parce qu'il avait faim. Bon, monsieur, vous travaillez. Non, je ne travaille pas. Je suis sans emploi. D'accord. À Kanyamakasi, c'est là-bas, nous avons besoin des gens pour faire les champs.
nous vous envoyons là-bas. On ne vous demande même pas. Nous vous envoyons là-bas, vous allez faire les champs et on va vous payer $150 chaque fin du mois. C'est comme ça que l'État peut trouver des solutions. Au lieu d'envoyer tout le monde en prison, À Makala. on ne peut pas envoyer tout le monde. Mais non. Les gens qui ont des conflits parcellaires, tous à Makala là-bas. Donc, je ne m'entends pas avec celui-ci, celui-là, tous à Makala là-bas. Donc, j'ai une concubine là-bas, donc quelqu'un voulait faire la cour à ma concubine à Makala là-bas. Bon. Quand les gens ont des problèmes de titres parcellaires ou comment on appelle, les bornes qui ne sont pas bien fixées, qui ne sont pas bien placées, hein, par exemple, est-ce qu'il faut envoyer des gens en prison pour ça? Parce que ces gens-là, ils vont rester là, c'est chez eux, c'est leur maison, ils ne vont jamais fouiller. Ouais. Vous pouvez les avoir en observation, par exemple. Ouais. Ils sont vous les mettez sous une surveillance juridique, par exemple, pour dire, en attendant que l'État trouve une solution pour vous, là, reste tranquille, toi là-bas, reste tranquille. Mais est-ce qu'il faut envoyer ces gens-là en prison? Pourquoi? Il faut les laisser. Il faut les laisser. Peut-être que ces gens-là, ils ont une activité économique. Bon, vous les mettez en prison, c'est fini. Leur affaire est foirée. C'est pas nécessaire d'arrêter tout le monde. Tout le monde n'est pas criminel. Il y a un dicton qui dit, est-ce que tout le monde qui est en prison est coupable? Beaucoup ne sont pas coupables. Beaucoup. C'est juste parce que moi, j'ai voulu réclamer mes droits. Ouais. Mais comme l'autre adversaire était influent, son oncle est procureur, ben voilà, son oncle m'a mis en prison. Mais est-ce que je suis coupable? Non, je voulais juste faire respecter mes droits. Tu vois? La justice au Congo, n'a-t-on pas dit qu'elle était malade? Elle est malade. Oui. C'est tout ça qu'il faut changer. C'est tout ça qu'il faut changer. Sur les 12 000 personnes qui sont à Makala, ouais. Tu es sûr que toutes les 12 000 personnes sont coupables? C'est pas normal, c'est pas possible. Peut-être ces personnes ont été coupables, mais ils ont écopé leur peine. Vous n'allez pas mettre en prison un jeune homme de 17 ans parce qu'il a jeté une pierre sur la maison du général et le général, mécontent, l'a mis en prison. Ben voilà, vous le gardez en prison. Pourquoi? Vraiment. Jacques, en tout cas, merci beaucoup, vraiment. On a beaucoup à se dire, vraiment vos analyses, et vraiment, ça nous intéresse beaucoup. Donc, tout à l'heure, là, quand je vous avais en ligne, là, je devais normalement appeler notre ami Jean-Claude qui est aux États-Unis. Je vois qu'il est tenté de m'appeler. Je ne sais pas si on peut l'annexer ou bien on va là. Pas de souci. OK. Pas de souci. Un moment, on les met comme ça, on parle du Congo. Just give me 1 minute. Parce qu'il devait aussi nous parler de ce qui s'est passé en Chine là-bas. Il a beaucoup d'informations à nous donner. D'accord. Oui. Je ne sais pas s'il est encore là. Vous pouvez parler, hein. Donc, on continue. Entre-temps, je suis en train de chercher comment les connecter. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Mali, il y a un ancien dirigeant congolais, oui. De triste mémoire, qui avait dit un jour, voilà, n'écoutez pas, ne suivez pas tous ces gens qui viennent vous raconter des histoires, ce n'est que de la démagogie. Est-ce qu'il avait raison? Je suis sûr qu'aujourd'hui... Oui, aujourd'hui, on lui donne raison, oui. On lui donne raison. Ce n'était que de la démagogie. Bon. À plusieurs reprises, le Congo a raté de saisir l'opportunité pour faire des grandes choses. À plusieurs reprises. Mais il est temps aujourd'hui. Hein, il est vraiment temps
que le Congo s'est mettre sur la ligne pour avancer avec les autres. Les autres, c'est-à-dire les autres pays africains. Oui. Les autres, c'est-à-dire, on a vu des très bons exemples en Tanzanie, en Éthiopie, au Botswana, en Namibie, en Angola. Ces pays-là, il y a quelques années, ne pouvaient même pas se comparer un peu au Congo. Au Congo, à l'époque, Zaïre, c'est tout à fait, oui, je me souviens. Oui. Et puis parce que nous avons évoqué les pays africains, Jacques, vous nous avez promis, je ne sais pas si on avait parlé de ça la fois passée, pour qu'un pays se développe vraiment, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir deux chambres, donc le Parlement et le Sénat? Bon, allons-y. Un peu de pédagogie, hein, oui. Pour répondre à la question. Dans un pays, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale fait passer les lois, change les lois, les fait passer et tout et tout. Les gens qui sont dans l'Assemblée nationale viennent de la, comment on appelle, de la classe civile, de la population. Ce sont des gens qui ont été élus dans leur circonscription à la base, qui vont représenter leur circonscription au niveau gouvernemental, pas gouvernemental, au niveau de l'État. Oui. Et on appelle ça Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas fonctionner seule. L'Assemblée nationale fonctionne avec d'autres membres qui sont, eux, du Sénat. Eux, c'est beaucoup plus des gens qui viennent de la commune. Ils ne sont pas nombreux. Ouais. Pas de la commune, des territoires. Nous avons 145 territoires au Congo. Nous avons à peu près, dans chaque territoire, il y a un sénateur. C'est ça, le Sénat. Quand vous prenez le Sénat et l'Assemblée nationale, les deux mis ensemble, ils forment ce qu'on appelle le Parlement. Oui. Oui. Donc, ce n'est pas comme si on a besoin de l'un et pas de l'autre. Non. Les deux, là, ensemble, ils forment le Parlement. Oui. Est-ce qu'on a besoin de ces deux-là? Oui, on a besoin de ces deux-là. Parce que chacun a un rôle à jouer. Le sénateur, il a un rôle à jouer dans son territoire. Celui qui est à l'Assemblée nationale, il a aussi un rôle à jouer qui est un peu plus, je ne dirais pas plus responsable, mais je dirais beaucoup plus, il a beaucoup plus de responsabilités que le sénateur. Que le sénateur. Oui. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens à l'Assemblée nationale et très peu au Sénat. Au Sénat. Mais les deux là, lorsque vous les mettez ensemble, ils constituent le Parlement. Est-ce qu'il faut les avoir tous les deux? Oui, je pense qu'il faut les avoir tous les deux. Mais est-ce que, là où il y a le problème, c'est par ici. Hein, Là où il y a le problème, c'est ici. Est-ce que nous sommes obligés de diriger notre Parlement comme on le dirigerait à Bruxelles? Est-ce que nous sommes obligés de copier le modèle français? Est-ce que nous sommes obligés de copier le modèle allemand? Nous devons avoir un Parlement qui répond aux réalités des Congolais. Nous devons avoir un Parlement qui suit la logique, la réalité, les coutumes des Congolais. En Norvège ou en Suède, j'ai oublié, mais je peux toujours revenir pour corriger ça. Entre les deux pays. Le parlementaire là-bas, il a un salaire d'un fonctionnaire, 2000 € ou 2500 €. C'est un fonctionnaire comme tout autre fonctionnaire. Ouais. Quand il doit quitter la capitale pour aller dans sa circonscription, par exemple, il le fait avec ses moyens. Il y va avec sa voiture ou il y va en train. Il n'y a pas les bêtises de frais d'émission. Ah, maintenant le Parlement, ils vont fermer, il faut payer autant. Non, 21 000 $. Non,
ça, c'est du gâchis. Au vrai sens du mot, c'est du gâchis. Tout le monde voudra devenir parlementaire. Je serais content, moi, de devenir parlementaire parce que je sais qu'on va me payer 21 000 $. Je m'en fous de mon village s'ils ont du courant ou s'ils n'ont même pas de l'eau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 21 000 $. C'est tout. Est-ce que l'État congolais favorise quelque part la cupidité de tous ces gens-là? Moi, je pense que oui. Oui. Il faut réduire Oui. le salaire de ces parlementaires-là. Il faut réduire. Vous voyez un politicien qui fait du chantage au président. Ah, mais nous vous avons soutenu, nous n'avons pas eu notre part, vous devez nous récompenser. Allez, le président ne réfléchit pas beaucoup. Ouais. Pour lui, c'est récompensé. Récompensé, il prend oui. un type qui a été trouvé coupable dans un détournement, il le nomme président du Parlement. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Un autre vient là, ah, moi, vous devez nous récompenser, nous avons fait votre campagne, président du Sénat, poup, on le met président. Mais finalement, où est-ce qu'on va avec ça? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour cela que tout le monde veut devenir politicien au Congo. Et tout le monde veut devenir, oui. Et le peuple qui a voté, il a été récompensé comment? Comment est-ce que le peuple a été récompensé? Parce que les individus ont été récompensés selon leur classe politique. Mais le peuple qui a voté, 73%, comment est-ce que ce peuple-là est remboursé? Vraiment. Tu vois? Donc, il y a un changement qui doit se faire au Congo en commençant par la dette. Mali, j'ai une parenthèse à ouvrir ici. OK. Dans une discussion, dans un groupe quelque part, puisque c'est le langage très courant dans notre communauté congolaise. Ah, Bino Batuya Swahili, Obebi Mboka. C'est une catégorie de Congolais qui disent ça. À partir de la langue, vous savez d'où ça vient. Il y a une autre partie qui dit ouais, va Pumpaf, ouais, va Seigne. Bon, écoute, mettons tout ça à côté. Essayons de comprendre une chose. Oui. Lorsque un individu, peu importe ses origines, vient quelque part au pouvoir et fait des bêtises, ça n'engage pas sa tribu. Non. Ça n'engage pas sa tribu. Ça n'engage que ça les n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec sa tribu. Non. J'ai dit ceci. Lorsque le maréchal était au pouvoir, le maréchal avait le pouvoir entre ses mains, oui ou non? Oui. Oui. Il avait tout le pouvoir. Le maréchal pouvait dire, aujourd'hui, vous ne sortez pas, restez à la maison. Personne ne sortira. Parce qu'il avait le pouvoir entre ses mains. Bah, moi, je veux dire ceci. Lui qui avait tout le pouvoir entre ses mains, tu sais ce qu'il pouvait faire? Il pouvait mobiliser une partie de l'armée, des prisonniers ou je ne sais pas qui, dire à partir d'aujourd'hui, commencer une route qui quitte ici Kinshasa, qui va à Bandundu, qui va dans le Kasaï et jusqu'au Katanga. Faites la route. Les gens allaient exécuter parce qu'il avait le pouvoir. C'était lui le chef suprême, au vrai sens du mot. Aujourd'hui, nous avons un chef suprême que par la bouche. Par la bouche, mais lui, là, qui est manipulé quelque part. Il était le chef suprême. Il pouvait dire, par son autorité charismatique, on l'a vanté, on a tout dit de lui. Il pouvait dire, cantonnier, militaire, comme nous sommes dans un pays en paix, vous n'avez pas beaucoup de trucs à faire, allez, vous allez faire une route. Les gens allaient exécuter. Aujourd'hui, nous avons un chef suprême qui a le pouvoir au bout des doigts. C'est-à-dire, il tient le pouvoir, mais apparemment, le pouvoir échoue. Il ne parvient pas à bien le saisir. Il dit, ben voilà, nous allons nous investir dans l'infrastructure, des routes, et puis, tu sens même que quand il parle, la voix diminue. Il a la volonté, mais il ne peut même pas convaincre. Il ne peut même pas convaincre
le peuple de ce qu'il dit. Mali, Oui. ça fait combien de temps que nous sommes au Congo et que Mbujimaï et Kananga ne sont toujours pas reliés par une route? Ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. Hein? Mais nous avons un président ressortissant de ces provinces-là. Est-ce qu'il a l'autorité de dire, toutes les diversions mises à part, toutes les fantaisies à côté, en tant que chef, je prends toi à témoin responsable, commence la route ici, jusqu'à ce qu'elle atteigne Kananga. Je ne veux rien entendre, à part que la route est faite, elle est terminée. Pourquoi il ne peut pas dire ça? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Pas seulement, vraiment. Moi, je croyais peut-être que avec ce deuxième mandat de Félix ici, on devait normalement avoir comme vous venez d'évoquer cet exemple-là, un exemple vraiment très bien, très typique. Donc, on devait normalement avoir des routes, vous quittez Kasumbalé, c'est là-bas, à partir de la frontière straight, vous montez au Bazaïr là-bas. Donc, oui. Hein? On pouvait commencer à le faire par route. Oui. Pourquoi, si vous êtes chef, vous ne pouvez même pas contrôler les gens, soi-disant que vous avez mis là pour accomplir leurs tâches? Ça fait combien de fois qu'on tente de construire cette route-là? Ça a fait combien de fois? Moi, je me rappelle, j'étais à l'école primaire. Hein? J'ai suivi à la télévision. À l'époque, on avait des télévisions noir et blanc. J'ai oublié les noms des gouverneurs qui étaient là à l'époque. On a dit, il y a un projet, le gouvernement, le comité central. Voilà, le comité central avait décidé, je sais pas quoi, une route reliée, les deux villes, Mbujimaï et Kananga, tout ça. Ah, j'ai dit, mais bon, moi j'étais enfant, je savais même pas où était Mbujimaï, où était Kananga. Aujourd'hui, on a une barbe blanche. On n'est toujours pas en mesure de terminer cette route-là. C'est pas normal. Quand vous demandez aux gens, il y a des gens qui disent, ah, vous ne savez pas, au Kassa, il y a des sorciers là-bas. Non, c'est pas un problème de sorciers. C'est pas un problème de sorciers. C'est un problème de mentalité. Ouais. Nous avons un sérieux problème pour décider. Hein, de ces jeunes mecs, nous en avons vraiment en carence. Mali, aujourd'hui, ça saute aux yeux de tout le monde, n'est-ce pas? Que Makala est devenue une petite prison qui ne peut pas garder 12 000 personnes. Ça saute aux yeux de tout le monde. Pourquoi, par exemple, le président ne peut pas signer une ordonnance pour dire, à partir d'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé à Makala, le gouvernement prend la décision de construire une nouvelle prison sur la route des, comment on appelle, Maluku, parce qu'il y a des terrains vides là-bas. On va construire une prison là-bas, une prison moderne, comme ce que le président salvadorien a fait. On va construire une prison d'une capacité de 5000 personnes, qui peut accueillir une capacité de 5000 personnes, 5000 prisonniers. On construit là-bas. Et puis, on va vers l'est ou le sud de Kinshasa. On construit une deuxième prison qui peut aussi accueillir 5000 personnes. Au moins, nous savons que nous aurons 5000 là-bas, 5000 ici, et peut-être 2000 à Makala. Voilà. Et avec tout ça, ce n'est pas que c'est l'argent qui nous manque. Hein? L'argent est là. Mais l'argent a toujours été détourné par un groupe de gens là, donc ils mettent ça dans leur poche, dans leur ventre, c'est tout. Mali, lorsque cet argent est détourné par ce groupe de gens, pourquoi la justice n'est pas là pour les arrêter et les mettre en prison? La même justice qui est malade. C'est pour cela que nous regardons, tous nos yeux sont regardés sur Moutamba, parce qu'on veut voir maintenant, parce que lui, il avait dit, il nous a promis. Donc, on veut voir vraiment s'il est quelqu'un de parole. Il nous a promis. Cette justice est malade, donc je viens amener les remèdes pour cette justice. Et le président lui-même l'a dit que cette justice, c'est malade. Trop malade. C'est parmi les choses
parmi les choses que la Chine veut apporter au Congo, c'est la possibilité de numériser le pays. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, on doit minimiser cette euphorie d'un ministre qui a besoin de construire, je ne sais pas, un petit local quelque part. Il va à la banque, on lui donne $1 million en espèces. Il faut arrêter avec cette pratique-là. Ce qu'il faut faire, c'est que l'argent doit circuler d'un compte bancaire à un compte bancaire. Oui. Lorsque, par exemple, on veut... Tout ça, nos politiciens le savent. C'est pas comme s'ils le savent pas. Ils le savent. Ils le savent très bien. Pourquoi ils ne font pas ça? Ils jouent à la sourde d'oreille parce qu'ils savent que s'ils acceptent cette proposition de numériser ils ne vont pas se retrouver. Ils ne seront plus volés. Ils ne vont pas se retrouver. Oui. Regarde, Mali, juste un petit exemple. Le gouvernement, dans son compte, quelque part, a de l'argent pour la construction d'une prison. On va voir Malta Forest. On dit Malta Forest. Voici le plan, voici la maquette, construisez la prison. On responsabilise une entreprise. Vous avez besoin de combien? $1 million. D'accord, nous vous donnons 250. Faites la fondation avec ça. On voit, non? Oui. Vous faites la fondation, vous terminez, on vous paye. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Élever les murs encore. Combien? 250 000. On vous donne 250 000. Ça quitte un compte vers un compte. Oui. Et quand ils ont fait le mur, c'est quoi maintenant? La charpente. D'accord. Combien? 250. Ainsi de suite. Vous n'enlevez pas $1 million, vous donnez à un individu, vous lui dites, en espèces. Va acheter le ciment. Vraiment. En espèces. Va acheter le ciment, va acheter les briques, commencer maintenant à construire. Jamais. C'est quoi ça? À part au Congo. C'est où qu'on fait ça? C'est où qu'on fait ça? Moi, je peux parler comme je parle là. Mais si on me donne $250 000, on me dit, va acheter le ciment. J'irai acheter le ciment le moins cher possible. Le matériel le moins cher possible. Pourquoi? Pour que je reste avec une marge. C'est l'humain. L'humain est corrompu dès le départ. Il est corrompu. Vous n'allez pas le mettre dans l'ambiance où il va favoriser son côté corruptible. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dirait non devant l'argent. L'argent, ça vous tente toujours, ça vous fait rêver. C'est ça le problème. Il faut éviter que des gens touchent l'argent en espèces pour faire des projets du pays, par exemple. Pourquoi ils doivent toucher l'argent en espèces? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Dans des pays qui développent, Jacques, pour ne pas vous interrompre, dans des pays qui se respectent, comme en Europe, là où vous êtes, et même là où moi je suis ici. Donc, si on veut vous envoyer quelque part en mission de service, vous ne voyez même pas l'argent. Hein? Donc, la compagnie paye tout. Donc, on paye tout pour vous. Vous arrivez juste à l'hôtel, vous mangez. Donc, pas question de frais de mission, consort. Donc, tout est payé. Donc, vous allez seulement là-bas. Si vous allez à la conférence, vous prenez juste vos bagages, votre mallette, et puis votre laptop, vous allez. Donc, vous allez manger là-bas. Ce n'est pas que vous allez là-bas, il faut aller acheter les makayabou et amener les bananes pour la famille qui est restée. Vous achetez avec votre propre argent. Donc, tout est payé. Vous êtes payé à la fin du mois pour faire ce travail-là. C'est tout. Mais, Mali, c'est pour cela qu'on parle de ce changement de mentalité. C'est ça. Oui. Est-ce que nos politiciens ne le savent pas? Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Mais ils traînent la patte. Ils traînent la patte parce qu'ils savent que c'est comme si on leur enlevait le beefsteak de la bouche. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Oui. Mais ils vont continuer à tromper le peuple jusqu'au quand? Parce que bientôt, il y a un leader qui avait dit, pour ne pas le nommer, il avait dit, le jour que ce peuple prendra conscience, c'est ce jour-là qu'il y aura un changement dans ce pays. Le peuple là, à qui on trompe chaque jour. Un jour, il va descendre dans la rue, il va les casser tout, en commençant par la présidence. Il va les tout casser. C'est ce jour-là que le changement va arriver au Congo. Tout à fait. Sans inciter personne à la violence, mais en tout cas, les politiciens congolais appellent la violence.
Ça va arriver. Un jour, Yeah. ça va arriver. Un jour, Les gens ça sont va arriver. fatigués. Oui, un jour, ça va arriver. Jacques, merci beaucoup. Vraiment, vous nous avez beaucoup parlé. Vous avez touché presque tous les points. Pour terminer vraiment un mot de la fin, je sais que ça ne nous intéresse pas, mais on doit quand même le dire parce que on parle de l'actualité. L'UDPS, Oui. les partis au pouvoir, parce que c'est de l'UDPS que nous parlons, parce qu'ils sont au pouvoir, ils devaient normalement se retrouver à leur siège là-bas. Donc, il y a un groupe de l'ex-secrétaire, bon, il n'est pas encore ex, parce qu'il est encore en fonction, Kabouya, et puis le nouveau secrétaire qui a été investi. Donc, les deux groupes, normalement, devaient se retrouver donc, les samedis au Parlement. Comment on appelle ça? De l'UDPS là-bas. À la permanence de l'UDPS. Bon, il paraît que, donc, ils ont tous été chez Maman Marthe, et puis c'est Maman Marthe qui a essayé un peu de calmer la situation. Un mot sur ça pour terminer. Bon. Lorsque un parti politique est à ce niveau-là, comme le monsieur, l'ancien secrétaire et le nouveau secrétaire, sont arrivés à amener leurs différends chez Maman Marthe, quelque part c'est bien, parce que nous sommes des Africains, nous devons peut-être suivre certaines logiques qui nous sont propres, oui. Mais quelque part aussi, je pense que quand j'ai des problèmes avec Mali, je vais parler à la maman de Mali. C'est une façon de dire à maman, ah, il faut parler à Mali, hein, parce que si vous lui parlez, il va écouter. Si moi je vais lui parler, il ne va pas m'écouter, mais si vous lui parlez, il va écouter. Bon, c'est ça qu'ils ont fait. Oh, ok. J'ai comme l'impression que JC est en ligne. JC, vous êtes là? Je suis là. Oh my God. Ça fait longtemps que vous êtes là ou comment parce qu'on vous cherchait? Moi, je suis là, déçu que le débat est... Oh, en tout cas, je m'excuse parce que on vous cherchait parce que normalement, donc on devait terminer avec Jacques pour vous prendre par après, puis Jacques a accepté que normalement on devait vous annexer. Donc, est-ce que vous avez aussi un mot à dire sur notre discussion? Oui, évidemment, je dis, comme Jacques l'a dit aussi, les politiciens congolais, ils se moquent de la population. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que cette naïveté de la population fait que les politiciens font du n'importe quoi. Parce que quand vous apprenez, par exemple, quelqu'un qui détourne des millions, et qu'il n'y a pas une réaction au niveau de la population, ça veut dire que nous acceptons. Et nous, ici, on n'accepte pas parce que chaque $1 que moi je gagne ici, je le gagne à la sueur de mes fronts. Je ne le gagne pas parce que j'ai fait quelque chose de malhonnête. Je suis très honnête ici, je paye mes impôts, je travaille durement, je passe 8 heures de travail, je ne fais pas 8 heures au travail, je fais 8 heures de travail. C'est différent quand vous évoquez, par exemple, ce qui se passe chez nous au Congo, parce que chez nous au Congo, les gens passent, ils vont au travail, mais ils ne travaillent pas, ils sont dans les Nintendo, dans n'importe quoi. Mais nous passons nos heures à travailler. On travaille sérieusement, vous voyez. Et quand on voit qu'on apprend, par exemple, que quelqu'un détourne 1 million, c'est scandaleux ici parce que, papa, pour réunir $1 million ici où je me trouve aux États-Unis où on fabrique les dollars, je me dis, ah bon? Donc quelqu'un peut détourner $1 million ici? Vraiment. C'est impossible. Yeah. C'est impossible. Alors si chez nous ça passe, il y a un problème. Nous devons faire un travail de fond pour travailler la population pour qu'ils comprennent que au-delà de tout ce qu'on nous raconte, parce que nous, personnellement, moi j'écris à Félix Tshisekedi, j'ai cru que c'était peut-être l'antithèse de Kabila, mais j'ai vu que Tshisekedi est devenu encore
la thèse de Kabila. C'est-à-dire que après Kabila, c'est la même chose. C'est une continuité. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est mal entouré, peut-être? Non. Ça, c'est une excuse. Hein. Mon frère, comme tu es là, si tu te comportes mal dans ton foyer, c'est-à-dire que ta femme ne t'encourage pas. C'est toi-même qui es l'auteur. On ne peut pas dire que non, si Mali n'aime pas sa famille, c'est parce que sa femme là. Non. Ça, c'est une excuse. Tshisekedi n'est que le fruit de son comportement. Tshisekedi fait que ce qu'il est réellement. Tshisekedi a toujours rêvé de Manda Mobutu, de toute cette famille-là. Et c'est ce qu'il est en train d'appliquer au pouvoir. Parce que quand on vous dit qu'il y a des choses où on dit que Maman Marthe est intervenue ou tout ça, ce sont des histoires que nous avons écoutées à l'époque de Mobutu. Hein? C'est peut-être que nous, les Congolais, parfois, on oublie l'histoire. On oublie facilement. On sait que la famille de Mobutu intervenait dans des dossiers, intervenait dans les décisions. Exactement ce qui se fait maintenant. Pour ajouter à ça, ouais. Je vous coupe pas, pour ajouter à ça, lorsque Mobutu était sur le bateau sud-africain avec Mandela et Kabila, Kabila est sorti, on l'a interviewé, on lui a demandé mais qu'est-ce que Mobutu a dit? Kabila a dit je pars parce que le monsieur il dit avant de prendre la décision de déposer le pouvoir, il doit parler à sa famille biologique. Yeah, il doit consulter. Mobutu l'a dit. Oui. Oui, il doit consulter sa famille biologique. Oui. C'est-à-dire que le Congo était dirigé par Mobutu et pas sa famille biologique. Oui. Ça, exactement. Oui. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Deux individus qui ne s'entendent pas, qui vont voir la mère du président. Vraiment. Trancher les différends qu'ils ont. Bon, donc, soyons un peu... On se réveille, non? C'est seulement au Congo où les histoires comme ça se passent, hein? J'ai comme l'impression. Ah oui. Est-ce que... Exactement, parce que ça fait très mal. Ça fait très mal que l'IDPS nous escroque toute notre existentiel parce que ça fait 35 ans que l'IDPS a œuvré dans l'opposition et que nous tous, nous avons cru qu'avec l'IDPS, nous pouvons faire croire à quelque chose. Mais nous sommes très convaincus que nous nous sommes trompés parce que aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, ce n'est plus les idéaux que nous, on a appris avec vous, que le Congo devrait changer. Mais autre chose, ça fait mal. Il y a quelque part, ça fait mal. Ça fait très mal parce que moi, je suis ici aux États-Unis, je suis d'accord, je suis très bien. Je mange, je bois, je fais tout ce que je fais, mais je suis aussi affecté par la situation au Congo parce que ils me demandent la rentrée scolaire, c'est moi qui l'ai fait. Yeah. Toute la famille est de l'autre côté. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut se dire que ça ne nous concerne pas, mais on est toujours concerné. On est concerné, tout à fait. Alors, l'espoir que nous avons mis dans l'IDPS, et ce que nous voyons aujourd'hui, même ce que, soi-disant, Maman Marthe fait, je crois que même papa, ce qu'il disait, son vivant ne pouvait pas accepter ça. On n'aurait pas accepté que Maman Marthe s'érige à une impératrice là-bas en train de tourner les autres. Par exemple, l'image que j'ai vue, la photo que j'ai vue de Kabouya et des consorts, même leur déclaration. Je crois que c'est un peu de la bassesse. Hein? Bon, pour être un peu courtois, c'est la bassesse. Mais le monde est tenté de nous regarder vraiment. Les Congolais, est-ce qu'on ne peut pas vraiment se réveiller? Enfin, vous savez qu'il y a un problème. Il y a eu plus de 800 morts
à la prison de Makala parce que je crois que toutes les vidéos que nous avons vues avec vous. Vous avez dit combien? 800? 800 morts, 800 à 1000 morts à la prison de Makala. Ça, c'est un nouveau bilan alors. Non, mon cher, ne t'en fais pas. Quand le Congo donne, quand le gouvernement donne un bilan de 120, il faut multiplier ça par 10. Parce que le gouvernement ne donne que, oui, je t'ai dit. Vraiment. Vous pensez que c'est de bonne foi que le gouvernement congolais a dit qu'il y a eu 120 morts? Vous pensez vraiment? Vous pensez que c'est de bonne foi? Vraiment. Et c'est pas correct. Les vidéos que nous avons vues, moi j'ai vu des vidéos insupportables. Je ne sais pas si je te les ai envoyées. Vraiment. Il y a des vidéos où les gens sont en train de mourir à la porte parce que asphyxiés, ils ne pouvaient pas, ils sont superposés, ils ne peuvent pas bouger et les autres étaient en train de commenter. Mon frère, ce sont des réalités, ce n'est pas des fictions. Ça, ce sont des vérités. Vraiment. Hein? Alors, vous voulez que sur tout ça, parce que moi, je m'appelle Jean-Claude Kazadi, que je puisse, au nom de tribalisme ou parce que je suis Moulouba, que j'accepte ça. Non, non. Tu sais que tu dois répondre. Il est là en Chine, il a appelé les léopards. Pourquoi il n'est pas rentré vite pour s'occuper de ces problèmes qui est crucial parce qu'il y a eu autant de monde? Oui. Pourquoi ça ne les préoccupe pas? Ça ne les préoccupe pas, pourquoi? Et vous pensez que nous sommes d'accord que nous puissions avoir un président qui est là seulement pour l'ambiance? Quand c'est la fête, il est là, il répond. Il appelle les léopards parce que les léopards ont gagné. Et il pense qu'il fait mon travail. Il a un très mauvais compte. S'il avait une bonne communication, il ne pouvait même pas intervenir. Pourquoi il est intervenu? Il a parlé, et les léopards lui ont dit, Président Mbongo, il a dit, comme d'habitude, c'est-à-dire que lui, c'est la fête. Les gens qui sont morts ne le concernent pas. Vraiment. Ce qu'il dit, c'est un mal congolais. C'est vraiment quelqu'un qui nous a déçus. Il n'a même pas ni la qualité, ni même pas le calcul de son papa. Parce que son papa n'aurait pas accepté. Son papa n'aurait pas accepté des trucs comme ça. Vraiment. Jacques, vous avez quelque chose à ajouter aussi? Non, disons que tout a été dit. Hein. Ma position reste la même. Je pense que la balle est dans le camp du peuple. Oui. C'est le peuple qui doit se prendre en charge, hein, pour faire écouter sa voix. Ces histoires, c'est pas un autre pays qui viendra parler pour les Congolais. Non. Les Congolais eux-mêmes, ils ont le pouvoir de changer les choses. C'est pas les politiciens. C'est pas le politicien qui est là-bas en train de manger et boire à sa faim qui va avoir le souci du Congolais. C'est le Congolais lui-même qui doit faire changer les choses là-bas. Tu vois. Donc, même les pays les plus autoritaires ont fléchi les autorités ont fléchi leurs genoux lorsque le peuple s'est mis en colère. Donc, il ne faut pas que le Congolais continue à rêver. L'UDPS nous a fait rêver pendant 35 ans. Nous avons pensé que c'est le moboutisme qui était le mal congolais. Mais l'UDPS était le rêve congolais. Mais on a rêvé jusqu'à aujourd'hui. On n'est toujours pas en mesure de faire une route qui relie deux villes depuis plus de 35 ans. Bah, vraiment. C'est au peuple de prendre ses responsabilités. C'est au peuple de prendre ses responsabilités. On est au deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, un succédant, même quelqu'un que vous avez même en esprit, qui peut succéder. Bon, c'est comme si on est tenté d'anticiper, parce que
Bon, On ne sait pas. Et l'UDPS, pour le moment, est en train de se disputer les postes d'un secrétaire général. Est-ce qu'on se prépare vraiment pour quelqu'un qui va remplacer Félix en 2028? Moi, je dirais ceci. Hein? Il y a deux choses, il y a deux scénarios qui peuvent arriver. Le premier, Tshisekedi va se maintenir au pouvoir. Parce que il a pris goût au pouvoir, c'est comme le mimétisme. Il a pris la forme de tout dirigeant africain. Il ne voudra pas partir du pouvoir aussi vite, aussi calmement qu'on peut l'imaginer. Ça, c'est le premier scénario. Ah bon? Le deuxième scénario, au cas où il aimerait laisser un dauphin, peut-être pas lui, il se sentira obligé parce que Kamere est arrivé là où il est arrivé parce qu'il était obligé de le faire. L'autre qui est au Sénat, il est là parce qu'il était obligé de le faire. Oui, il a imposé celui-là. Si jamais il doit laisser un dauphin, je pense que ça sera Mutamba. Je pense. Juste un mot sur ce sujet. JC, vous êtes là? Je peux intervenir. Oui. Oui, je suis là. Je voulais dire que Mutamba vient d'être diagnostiqué positif à l'empoisonnement. Oui. C'est quelque chose que nous déplorons. Nous avons vu des vieux papas là-bas, les Kamuleta et tout. Il y a des gens que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait radié de la magistrature. Hein, pour corruption, tout ça, nous les avons vus, et qui sont là comme procureurs, tout ça. Et ce sont ces vieux-là, les vieux papas qui combattent Mutamba, malheureusement. Et je demande vraiment au soutien de la population que la population congolaise se réveille. Quand nous parlons de la population congolaise, nous devons vraiment la conscientiser pour qu'elle se réveille effectivement pour, n'est-ce pas, accompagner les autorités, parce que nous avons des autorités qui sont en train de répondre réellement aux aspirations du peuple, et nous avons certaines autorités qui sont là, n'est-ce pas, pour les besoins de la cause, notamment les Kamuleta et tous ces bandes-là, cette bande-là de procureurs et ou magistrats qui est dégoûté par la population et qui ne rendent même pas la justice, parce que Kamuleta, sa propre loi, parce que lui, il parle du respect des lois, lui, il a des lois qui lui demandent, et que dès qu'on lui amène un document, il doit répondre dans les 30 jours. Il a fait 6 mois pour Marc Moukebaï, il n'a pas répondu. C'est-à-dire que, tu vois, des gens d'autorité comme ça, bon, autorité, je ne vais même pas les citer, soi-disant, mais je dis des personnes comme les Kamuleta. Non. On doit les mettre sur ce qu'on appelle là-bas, comment les motos. On met la corde au cou et c'est fini. On peut pas avoir des gens comme ça. Nous devons bannir de notre, parce que c'est la justice. Docteur, je vous dis que ici où nous nous trouvons, c'est la justice qui élève une nation. Je suis frustré à mon travail par un collègue. Je me plains. Il est sanctionné. Quand on estime que réellement il a frustré son ami, il est sanctionné. Vraiment. Donc, il n'y a que la justice qui élève la nation. Tout on à ne fait. peut pas avoir une nation qui n'est pas basée sur la justice. La justice, c'est le seul leitmotiv qui peut amener notre pays à s'élever. Si ce n'est pas la justice, trompez-nous, on peut tout amener, mais s'il n'y a pas la justice, c'est rien. La justice élève toute une nation, comme on l'a toujours dit. En tout cas, chers amis, merci beaucoup vraiment de vos interventions. Vraiment, on est très contents.
On a été vraiment, vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Pour terminer, juste, est-ce que vous avez un mot à dire, Jacques, pour ne pas vous laisser partir? Est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot de la fin et puis on va terminer avec Jean-Claude, parce que je croyais qu'on devait normalement faire quelques minutes, mais j'ai comme l'impression qu'on a fait presque 2 heures du temps. Parler du Congo. En tout cas, c'est bien de parler de ça, mais je ne pense pas qu'il y a toujours un mot de la fin. Hein. Il y a toujours à dire sur le Congo. Tout à fait. Pour terminer aujourd'hui, moi je pense que il y a une sorte d'opportunité que la Chine a donnée aux Congolais. Okay. C'est comme une bouffée d'air, c'est comme de l'oxygène que la Chine a donné aux Congolais. C'est aux Congolais de saisir cette opportunité pour faire de grandes choses. Si la Chine vient trouver que le sol congolais est plein de cailloux, alors que ça devait être un sol fertile pour recevoir cette aide-là, ben, je ne sais plus encore quel autre pays voudra aider le Congo. Donc, il faudra saisir cette opportunité que la Chine donne aux Congolais de faire des grandes choses, de quitter du point A, aller vers le point B. Ne fût-ce que à ce niveau-là, qu'on soit un peu sur le même pied d'égalité que les pays que je vous ai cités là, ne fût-ce que là. On ne va pas être l'Allemagne de l'Afrique, comme Tshisekedi l'a dit là, mais qu'on soit quand même au même niveau que la Tanzanie, que le Kenya, que l'Éthiopie. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc c'est ça. Aux Congolais d'être sérieux. Voilà. C'est aux Congolais d'être sérieux. C'est à ce moment vraiment que nous vous remercions, Jacques. Merci beaucoup vraiment pour votre intervention. Espérons qu'on va se retrouver encore prochainement. Juste un mot de la fin? Ah oui, je voulais aussi apporter une contribution par rapport à ce que Jacques vient de dire. Vous savez, la Chine nous a donné une opportunité, c'est vrai. Et la Chine n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2006 que la Chine a signé des accords avec la République démocratique du Congo. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est comme je l'ai redit précédemment dans un j'ai dit, c'est la justice qui élève une nation. Que tout ce que la Chine peut nous promettre, 50 milliards ou je ne sais pas, autant de milliards. Mais si chez nous, on n'est pas dans la justice pour savoir comment gérer cet argent, ça ne sera que de la poudre. On aura encaissé des dettes et que les générations futures auront à payer comme nous le faisons actuellement avec la gratuité de l'enseignement. Oui. Et du reste, moi j'ai un fils qui est au Congo, je suis aux États-Unis, mais j'ai un fils qui est au Congo, il m'a dit, papa, enlève-moi dans cette école, alors que c'était une école prestigieuse. Pour ne pas la citer, Boboto. Tout le monde cherchait à amener ses enfants à Boboto. Oui. Mais mon fils a accepté de quitter Boboto parce qu'il s'est retrouvé dans une classe de 200 personnes. Vraiment. Et quand vous parlez de la gratuité et que les gens sont à 200 personnes, je ne sais pas quel enseignant peut maîtriser 200 élèves. Vraiment. Alors que nous, on sait déjà qu'à l'autre époque, quand on était à 50, c'était les super pleins. Oui. Ah, donc, ce sont les choses auxquelles nous devons nous affronter. Bon, on débat seulement qu'il y ait une bonne politique, que les gens réfléchissent un peu qu'après 50 ans, il y aura une autre génération. Une autre génération. Oui. Et nous ne voyons pas seulement nous. Voyons un peu 50 ans plus tard. Parce que moi, je suis conscient que 50 ans plus tard, je ne serai pas là. Oui. Mais qu'est-ce que j'aurais légué? Vraiment. C'est vraiment dommage, vraiment, d'avoir vraiment un pays très riche comme la RDC et puis dirigé par les gens qui nous dirigent pour le moment, qui ne font que
bénéficier et regarder rien que leur famille. Ils ne pensent pas à la population. On a beaucoup espéré en l'UDPS. L'UDPS, j'ai comme l'impression que la population est déçue. C'est à vous de travailler trop dur parce que d'ici là, ça sera les Wafa comme on l'a toujours dit. D'ici décembre, comme je vous avais promis l'autre fois, la situation politique va changer, le jeu va changer. L'UDPS, c'est à vous de réfléchir. Ce que vous êtes en train de faire là, donc ça va vous rattraper plus tard. Donc vous devez faire très attention parce que d'ici là, donc les enjeux politiques vont changer et en 2028, on vous attend au tournant. Merci beaucoup, chers auditeurs. Pour ceux-là qui sont venus nous retrouver, si c'est la première fois, je vous demande de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous sur Malimbia officiel et vous ne serez pas déçus parce qu'ensemble, nous parlons toujours du Congo. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup.